bonsoir. En tout cas, merci à ceux qui ont bravé le froid et le vent pour assister à cette conférence. Je vais faire une petite introduction parce que déjà on est en retard et je vais laisser la parole à Maître Masli et à Madame Dalia Lotfi. Donc cette conférence concerne bien sûr la thématique sur les droits de l'homme et notamment les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme après le printemps arabe. Donc les 4 dernières années ont vu naître un grand espoir pour nos pays qui jusqu'alors on croyait condamnés à être dirigés par des dictatures qui ont pillé et ruiné nos pays, mais surtout asservi, humilié, torturé et exterminé tous ceux qui se dressaient devant eux pour dénoncer la gabegie, l'abominable, la spoliation de nos droits, la confiscation de nos libertés et les atteintes à notre dignité. 4 ans sont passés depuis que des milliers de Tunisiens et des millions d'Égyptiens en Égypte sont sortis dans la rue pour crier leur colère, exprimer leur frustration et demander la fin du règne despotique et sanguinaire de nos dirigeants autoproclamés. 4 ans sont passés depuis que le monde tout entier, mais surtout les habitants du Moyen-Orient et Nord-Afrique, se sont mis à espérer, à rêver et à s'imaginer un lendemain radieux où leurs droits seront respectés et leur dignité préservée. 4 ans sont passés depuis que les habitants de ces contrées étaient persuadés qu'ils allaient rentrer dans l'histoire de plein pied et contribuer à l'essor des civilisations sans chaîne et sans menottes. Seulement voilà, un jour du 3 juillet 2013, tous nos rêves, nos espoirs, nos aspirations ont vacillé, tremblé, mis à mal à la vue d'un énième soldat faire un énième coup d'État. Nous renvoyons dos à dos aux temps immémoriaux à notre histoire faite de coups d'État, de manigances, de fourberies et de prises de pouvoir illégitimes, faites dans le sang, la douleur, la souffrance de millions d'êtres humains. Un proverbe chinois dit que quand le vent souffle, il y a ceux qui érigent un mur et ceux qui construisent un moulin à vent. Nos gouvernants illégitimes ont malheureusement choisi la première solution, espérant dans leur fort intérieur et leurs souhaits les plus improbables de revenir à la case de départ. Il y a ceux qui regrettent Bourguiba, d'autres Jamal Abdel Nasser, d'autres encore Boumediene. Ceux-là malheureusement sont indisponibles, car ils sont tout simplement morts. On peut revenir en arrière, mais pas à la case de départ. La jeunesse aujourd'hui n'est plus dupe et ne croit plus aux discours nationalistes, ou panarabiques, ou sécuritaires. Cette jeunesse n'acceptera plus d'être gouvernée, maltraitée, marginalisée comme l'ont été leurs aïeux. Il est naïf de notre part de croire que les révoltes se font en quelques mois. Elles prendront du temps. Parfois, on gagnera des batailles. Parfois, c'est les mafieux qui le gagneront d'ici là. C'est le citoyen, et plus particulièrement les militants des droits de la dignité humaine, qui vont en payer le prix fort. Prix chèrement payé par la privation de leur liberté de parler, l'emprisonnement et malheureusement les atteintes à leur intégrité physique. Pendant ce temps-là, et au gré des batailles et des souffrances, des gens vont s'élever pour livrer une dernière bataille non violente et élever avec eux un moulin à vent qui signera, Inch'Allah, la fin de la dictature et la naissance d'une société multiculturelle, multireligieuse, multiethnique, qui aura comme souci premier de mettre le droit et la dignité du citoyen au centre des préoccupations et sera la signature de notre succès après des siècles de dictature. Comme je l'ai dit, le thème de notre conférence se compose de 2 parties. Donc la première partie est la situation des droits de l'homme après le printemps arabe. Elle sera présentée par Maître Rachid Masli, avocat de formation emprisonné pour avoir défendu les dirigeants du FIS en Algérie. Il est actuellement directeur juridique de la Fondation Al-Karama qui a pour but la défense des droits de l'homme dans les pays arabes. La deuxième partie se portera sur l'acquittement de Moubarak et on posera la question de savoir si c'est le retour de l'impunité sur tous ceux de l'ancien régime et le retour de ces derniers aux manettes. Ce sujet passionnant nous sera présenté par Dr Dalia Lotfi, qui est membre de l'Alliance européenne pour les droits de l'homme. Elle est avocate en Grande-Bretagne où elle a travaillé sur le cas de la torture en Irak et en Libye.
Aujourd'hui, elle se consacre à militer et à défendre les droits de l'homme en Égypte. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Maître Rachid Moslih. Merci Nazim. Bonsoir, je vous remercie de votre présence aujourd'hui à cette modeste conférence sur les droits de l'homme dans l'après, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Alors, tout d'abord, je vais, dès le départ, me limiter à parler lorsque j'aborderai la question des droits de l'homme, je me contenterai d'aborder les questions relatives au noyau dur des droits de l'homme, c'est-à-dire aux droits de l'homme les plus importants, que constituent le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et le droit à la liberté de la personne humaine. Les droits de l'homme en réalité se comptent par centaines. Il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ce qu'on appelle les droits de la troisième génération. Mais il y a ce qu'on appelle dans les traités internationaux des Nations Unies un noyau dur des droits de l'homme pour lesquels aucun État ne peut porter atteinte ou ne peut déroger, même dans les situations les plus exceptionnelles comme les états d'urgence ou les situations de guerre. C'est-à-dire que si on peut limiter certains droits dans certaines situations, aucun État ne peut porter atteinte au principe de l'interdiction, par exemple, absolue de la torture. Aucun État ne peut porter atteinte ou justifier des atteintes au droit fondamental qui est le droit à la vie. Sans droit à la vie, on ne peut évidemment pas parler des autres droits de l'homme. Donc, je vais contenter d'aborder, pour ce qui concerne, et là je prendrai seulement deux pays en exemple, je prendrai l'Égypte et la Tunisie, qui sont deux pays sur lesquels notre organisation Al-Karama a beaucoup travaillé ces 10 dernières années. Et donc, je vais aborder la situation de ces droits, de ce noyau dur de droits, dans ces pays avant et après ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Pourquoi aborder en priorité ces droits ? Parce que on sait que lorsqu'un État répressif veut contrôler la société, la première des choses qu'il veut faire dans cette société pour la contrôler, c'est de d'ériger un mur de la peur. Et pour faire peur à sa population, l'État, bien sûr, les États répressifs vont commencer à porter atteinte au droit à la vie en assassinant des personnes, en les exécutant sommairement, ou bien en les arrêtant et en les torturant, ou bien en les mettant dans des prisons pour des périodes indéterminées, et donc en les privant de liberté. C'est donc ces techniques qui sont utilisées en priorité par ces États, par les États répressifs, pour contrôler les sociétés. Et d'ailleurs, ce qu'on relève à chaque fois, dès qu'il y a une situation de crise, les premières atteintes aux droits de l'homme qui sont portées par ces États sont des atteintes au droit à la vie, c'est des atteintes au droit à l'intégrité physique en généralisant la torture et les mauvais traitements, en particulier en ce qui concerne tous ceux qui contestent le pouvoir en place, ou bien en arrêtant les personnes et en les condamnant et en les emprisonnant à la suite de procédures et de procès inéquitables. Donc, ce sont des droits également qui sont très importants. Pourquoi ? Parce que lorsque leur violation devient systématique et généralisée, cette violation ne constitue plus une simple violation des droits de l'homme, mais elle est également constitutive de ce qu'on appelle, au sens du droit international,
un crime contre l'humanité. Si on prend le statut de Rome, on voit que pour ce qui concerne les crimes qui sont retenus par ce statut, il y a bien sûr le crime de génocide, les atteintes massives au droit à la vie des populations, lorsque les atteintes au droit à la vie se généralisent, la torture lorsqu'elle devient également systématique et généralisée est considérée par le droit international et par le statut de Rome comme un crime contre l'humanité, et également lorsque les détentions arbitraires prennent une ampleur considérable, elles font partie également, au sens du statut de Rome, des crimes contre l'humanité qui sont donc passibles pour les États qui ont ratifié cette importante convention internationale, passibles donc de poursuite devant la Cour pénale internationale. Alors, si on prend l'exemple de l'Égypte, pour les années qui ont précédé la révolution égyptienne, les années Moubarak, pour ce qui concerne notre organisation, nous avons recensé, disons, des milliers de situations de détention et d'arrestation arbitraire. Mais nous avons également, il faut avoir également l'honnêteté de constater que dans les dernières années de l'ère Moubarak, il y a eu un recul de ce type de violation. Dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, nous recensions, disons, des cas de détention et d'arrestation arbitraire et de procès inéquitables par centaines. Les dernières années de Moubarak, nous avons continué à travailler sur la problématique des détentions et des arrestations arbitraires. On a quand même constaté un net recul de ce type d'arrestation et de détention. Pourquoi? Peut-être parce que la pression des mécanismes des Nations Unies a fait que le gouvernement égyptien est devenu beaucoup plus sélectif dans la répression. C'est-à-dire qu'il s'est contenté d'arrêter et de poursuivre les personnes qu'il considérait comme les plus dangereuses pour sa sécurité ou pour, disons, qui constituaient un danger beaucoup plus grand. C'est pour ça que nous avons eu par exemple des arrestations de leaders du mouvement des frères musulmans comme Khairat Shatar et un certain nombre d'autres responsables pour lesquels notre organisation avait déposé des plaintes devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et ce groupe de travail a rendu des décisions qui ne sont pas des décisions exécutoires, mais ce groupe de travail a demandé aux autorités égyptiennes de libérer ces personnes, et effectivement ces personnes ont été libérées lorsque les Nations Unies ont accentué la pression. Nous avions également recensé de nombreux cas de torture. Alors la torture est un phénomène quasi permanent en Égypte. Nous avons recensé et soumis au rapporteur spécial des Nations Unies des centaines de cas. Donc le phénomène de la torture avant la révolution était un phénomène bien implanté dans la société égyptienne. Par contre, en ce qui concerne les cas d'exécution, les cas de décès, ces cas étaient très limités. On a eu quelques cas disons, à l'ère Moubarak, avant la révolution, quelques cas d'exécution extrajudiciaire, mais ces cas, il faut le reconnaître, se comptaient sur les doigts des deux mains. Nous avons eu quelques cas de décès sous la torture également. Disons que c'est un phénomène qui était assez limité, et nous n'avions pas eu à ce moment-là on ne pouvait pas dire que c'était un phénomène qui était systématique et généralisé. Par contre,
un type de violation a disparu à la fin de l'ère Moubarak en tout cas, c'était les questions de disparition forcée. Nous n'avons plus recensé en Égypte, c'est les 2, 3 ou 4 années avant la révolution égyptienne, de cas de disparition forcée, ce qui veut dire que, disons, que les violations les plus graves étaient quand même en nombre assez limité pendant cette période. Alors bien évidemment, tout le monde a suivi la phase de la révolution égyptienne, l'usage excessif de la force par les services de sécurité, un nombre important de morts qu'il y a eu au cours des premières manifestations, et évidemment la mise en cause directe des responsables politiques qui ont été poursuivis évidemment sur la base de leurs responsabilités dans ces événements, ce qui était totalement justifié puisqu'il a été établi que ce sont les autorités supérieures de l'État égyptien qui avaient pris la décision politique de recourir à cet usage excessif de la force qui a entraîné à de nombreux décès pendant cette période. Alors, on ne peut pas dire que l'état des droits de l'homme était particulièrement bon à l'ère de Moubarak. Il est clair que la situation en Égypte était mauvaise, que l'Égypte était l'un des pays où on recensait quand même de très nombreuses violations des droits de l'homme. Cela a été souligné par des experts de l'ONU, cela a été également souligné par de nombreuses organisations internationales. Par contre, alors, après la Révolution, les choses, bien sûr, ont totalement changé, mais il ne faut pas mettre non plus, il ne faut pas passer sous silence la brève période où Morsi était au pouvoir en Égypte. Alors, bien évidemment, il a beaucoup été reproché au gouvernement égyptien de l'époque de s'être rendu coupable de nombreuses violations des droits de l'homme. Il a été relevé des cas d'exécution extrajudiciaire, c'est-à-dire de personnes qui ont été tuées au cours de manifestations, par exemple à Port Saïd et également dans d'autres villes du pays. Il y a eu effectivement des cas d'exécution extrajudiciaire, des atteintes au droit à la vie à l'époque du président Morsi. Mais ce qu'il faut relever, et là je suis à peu près certain d'une chose, c'est que le gouvernement Morsi n'a jamais en réalité contrôlé les services de sécurité égyptiennes depuis son arrivée au pouvoir. Je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté politique du gouvernement Morsi d'intervenir par la violence durant ces manifestations. Je peux même rapporter une expérience personnelle que moi-même j'ai vécue concernant l'Égypte. Je suis interdit d'entrer en Égypte depuis assez longtemps. Et j'ai donc demandé, comme nous avions un bureau au Caire, j'ai demandé à l'une des personnes proches de Morsi que nous avions défendu à l'époque de Moubarak, qui est Khairat Shatar, qui était l'un des adjoints, je pense, du président Morsi. Je lui ai demandé si je pouvais venir en Égypte, bien que j'étais considéré comme persona non grata par les autorités égyptiennes à l'époque de Moubarak. Monsieur Khairat Shatar m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que je pouvais bien sûr venir قال مرحبا بك يعني راك في بلادك etc. Et après une quinzaine de jours, lorsque الحالة طولت شوية, قلت له alors est-ce que je peux venir ou je peux pas? Et finalement il n'avait même pas l'autorité
pour demander à la police de l'aéroport du Caire de me laisser passer. Ça veut dire une chose, ça veut dire que le président de la République égyptienne lui-même n'avait aucune autorité sur la police de l'aéroport du Caire. Ça veut dire qu'en fait, les services de sécurité égyptiens ont contrôlé la situation durant toute cette période, y compris pendant la période du gouvernement de Morsi, et que les violations des droits de l'homme qui ont pu avoir lieu durant cette période, il serait injuste de les imputer, disons, au seul gouvernement qui était alors en place. Pour revenir au coup d'État, parce que bien sûr c'est évidemment un coup d'État, bien que la communauté internationale ait été réticente à qualifier ce coup d'État de coup d'État, au lendemain donc du coup d'État, comme tout le monde a pu le suivre, la situation des droits de l'homme s'est dégradée d'une manière radicale. Nous avons eu des manifestations qui étaient au départ des manifestations et qui le sont restées d'ailleurs, qui avaient un caractère pacifique, et on a vu de quelle manière les autorités égyptiennes ont réagi. Pour la seule journée de la fameuse place Rabea, notre organisation a recensé sur le terrain, nous avions 2 personnes qui étaient présentes sur la place Rabea pendant les événements. D'ailleurs, l'une de ces 2 personnes, une femme, a été blessée par balle au cours de ces mêmes événements. Et nous avons recensé 985 victimes décédées et identifiées le premier jour des événements. Dans la réalité, il y a eu plus de décès, mais pour la seule place Rabea, nous avons recensé 985 décès de personnes qui ont été identifiées. Il y a eu des personnes qui sont décédées plus tard, et il y a eu des personnes qui n'étaient pas identifiées, et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu bien évidemment un peu plus d'1 millier de morts sur cette place durant quelques heures. Ça s'est passé en 4 ou 5 heures. Il y a eu un nombre donc très très important de décès. Alors, au regard du droit international, si on prend l'exemple de la Géorgie, les médias occidentaux ont parlé je crois qu'ils ont parlé de crimes contre l'humanité, il me semble, alors qu'on recensait quelques morts au cours des manifestations dans la capitale ukrainienne. Comme on a parlé de crimes contre l'humanité, au cours des manifestations qu'il y a eu en Turquie, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 morts, toute la presse et tous les médias occidentaux se sont tout de suite référés et ont commencé à utiliser ces concepts de crimes contre l'humanité, ce qui est totalement curieux pour ce qui concerne la place Rabea. En tout cas, les médias occidentaux se sont tous abstenus de qualifier cette boucherie innommable de crime contre l'humanité. Et même s'il y a eu des réactions, y compris dans les milieux internationaux, et y compris du Haut Commissariat des droits de l'homme, qui ont demandé l'ouverture d'enquêtes, on n'a pas beaucoup parlé ni de Cour pénale internationale au niveau, je parle des Nations Unies, ni de crimes contre l'humanité. Pour ce qui concerne la Libye, par exemple, notre organisation avait soumis dans le courant du mois de mars une demande à la haut-commissaire des Nations Unies, Madame Navi Pillay,
concernant la Libye pour l'informer que plusieurs dizaines de manifestants avaient été tués par l'aviation, par l'usage par l'aviation libyenne, à Tripoli et dans les environs de Tripoli. Et nous l'avions prié de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies officiellement pour lui demander d'en référer à la Cour pénale internationale. Comme vous le savez, un État qui n'a pas ratifié le statut de Rome, on ne peut pas déposer une plainte contre des auteurs de crimes contre l'humanité si cet État n'est pas parti à ce statut de Rome. Par contre, le Conseil de sécurité des Nations Unies est habilité, lui, à demander au procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête s'il y a une suspicion de crime contre l'humanité. Pour ce qui concerne la Libye, et alors qu'il y avait quelques dizaines de victimes qui étaient prouvées, nous avions fourni une liste de victimes qui a été transmise au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, bien sûr, n'a pas hésité à saisir la Cour pénale internationale qui a effectivement ouvert une enquête et entamé des poursuites contre les auteurs de ces crimes. Tandis que pour l'Égypte, nous n'avons obtenu à ce jour aucune réponse de Madame la Haut-Commissaire ou du Haut-Commissariat des Nations Unies, alors qu'on peut parler pour le moins de violations similaires. Nous avons également noté et fourni des informations juste après, le crime de Rabea à l'Union européenne et en particulier à Madame Ashton. Nous lui avons soumis la liste des victimes en la priant donc d'en référer aux autorités égyptiennes et d'insister pour qu'il y ait une commission d'enquête indépendante qui enquête sur ce crime. Madame Ashton s'est bien rendue au Caire, mais malheureusement, quelques mois plus tard, nous avions appris qu'elle avait passé ses vacances de fin d'année à Luxor, je crois, oui. C'est dire dans quelle estime... À quel point elle était offensée. Voilà. Par contre, il faut quand même relever qu'au niveau des Nations Unies, il y a eu quand même des positions particulièrement honorables des experts, des rapporteurs spéciaux, qui sont des personnalités indépendantes, qui ont pris des positions quand même honorables pour tout ce qui concerne les violations qui ont été commises en Égypte. Alors, l'enjeu aujourd'hui pour ce qui concerne l'Égypte, il est où ? Il y a eu un crime qui a été commis. Il est clair que la communauté internationale a demandé officiellement aux autorités égyptiennes d'ouvrir une enquête indépendante sur ce qui s'est passé au cours de ces manifestations. Les autorités égyptiennes ont promis d'ouvrir une enquête et effectivement, ils ont nommé bien sûr une commission d'enquête qui n'est pas du tout indépendante ni impartiale et qui vient de rendre des conclusions dans lesquelles bien sûr elle rejette la responsabilité de ce massacre sur les manifestants eux-mêmes. Évidemment, on ne peut pas qualifier cette enquête qui a été faite par les autorités égyptiennes comme une enquête indépendante et impartiale. L'enjeu aujourd'hui, et il est très important, c'est que la société civile doit absolument continuer à mettre la pression sur les instances internationales et sur l'Égypte pour que, et également sur les autres pays, en particulier ici en Occident, pour que cette idée de commission d'enquête indépendante et impartiale fasse son chemin.
il est clair que les autorités égyptiennes savent qu'elles ont commis un crime contre l'humanité. Il est clair qu'il y a des textes des Nations Unies qui punissent de tels crimes. Or, aujourd'hui, il y a une volonté, bien sûr, une tentative des autorités égyptiennes de normaliser la situation. Donc, de faire en sorte que la communauté internationale oublie ce crime. Et c'est donc le rôle de la société civile d'être toujours présent, de dire qu'il y a des textes des Nations Unies, il y a des résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui obligent la communauté internationale à ne pas laisser des crimes d'une telle ampleur impunis. Si la communauté internationale se mobilise, si la société civile continue à se mobiliser, on va obliger tôt ou tard les Nations Unies à instituer une commission d'enquête réellement indépendante pour mettre en relief les responsabilités dans ces crimes. Donc, c'est un enjeu très important, c'est un peu le point faible aujourd'hui du pouvoir égyptien. Il y a eu un crime qui a été commis, il n'y a pas eu d'enquête jusqu'à présent qui puisse être considérée comme telle par la communauté internationale, et donc c'est une demande qui est de nature à mettre une pression très importante sur justement ce gouvernement égyptien. Alors, évidemment, les atteintes au droit à la vie ne sont pas les seules atteintes aujourd'hui en Égypte contre les opposants. Il y a également la question de la torture, qui est récurrente, mais qui connaît de nouveaux développements en Égypte. Il était assez rare qu'on ait des cas de femmes torturées à l'époque de Moubarak. Or, aujourd'hui, la torture ou les traitements inhumains, cruels et dégradants sont devenus monnaie courante, et ils touchent également les femmes. Pire encore, ils touchent également des enfants. Nous avons documenté au moins une cinquantaine de cas dernièrement d'enfants, c'est-à-dire de mineurs qui ont moins de 16 ans, qui ont été torturés soit dans les centres par les services de sécurité, soit qui continuent d'être torturés, y compris à l'intérieur des prisons égyptiennes. Ces enfants ont même fait l'objet d'atteintes ou de tentatives d'atteinte d'ordre sexuel. C'est un phénomène qu'on n'avait pas connu même à l'ère de Moubarak. Et là, réellement, on constate que c'est un développement qui est particulièrement dangereux. Un autre développement qui est également très inquiétant, c'est la question des disparitions. L'Égypte, comme je vous l'avais dit au début, était un pays où on n'avait pas recensé beaucoup de cas de disparus. Les cas de disparus en Égypte, sur une vingtaine d'années, se comptaient par dizaines. On n'a pas eu énormément de cas. Or, depuis le coup d'État, en l'espace d'une année seulement, on a recensé au moins une centaine de cas de disparition. C'est un phénomène qui est particulièrement inquiétant. Pourquoi ? Parce que si la situation sécuritaire, comme il est possible qu'elle le soit, se dégrade en Égypte, ça peut être un choix conscient des autorités, comme un petit peu l'exemple algérien. En Algérie, en 92, entre 92 et 93, il y a eu peut-être une vingtaine de cas de disparition. En une année, en Algérie, 92, mi-93, on a recensé une vingtaine de disparitions, c'est tout. À partir de 93, les cas se comptaient par dizaines par jour. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le pouvoir politique décide d'utiliser la disparition comme une arme.
C'est-à-dire qu'il y a un choix délibéré du pouvoir politique de faire disparaître des gens. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Si la situation sécuritaire se dégrade, il est possible que, au lieu de recenser des dizaines de cas, on commence à en recenser des milliers. Comme l'Égypte, ils sont 80 millions, on peut se retrouver après 3 ou 4 ans avec des chiffres de 20 ou 30 000 disparus. Donc c'est un phénomène qui est en train de s'installer, c'est particulièrement inquiétant, et comme vous le savez, la disparition forcée, c'est le crime suprême, puisqu'il constitue une atteinte à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique de l'individu, puisqu'il comprend toutes ces violations qui sont réunies en une seule violation. Voilà. Donc, la question des condamnations à mort et des procès inéquitables qui ont tendance également à se multiplier. Et puis, pire encore, il y a en ce moment en Égypte une violation de l'un des droits, d'un des droits les plus fondamentaux, qui est celui du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Aujourd'hui, les autorités égyptiennes incriminent, poursuivent des gens pour leur appartenance au mouvement des frères musulmans. Et ils leur appliquent ce principe d'une manière rétroactive. C'est-à-dire qu'ils ont institué une loi pour criminaliser l'appartenance au mouvement des frères musulmans. Et aujourd'hui, ils appliquent cette loi d'une manière rétroactive aux personnes qu'ils arrêtent au cours des manifestations, ce qui constitue bien sûr une violation au principe fondamental de non-rétroactivité de la loi pénale. Nulle peine sans loi. Alors, voilà pour l'Égypte. Je voudrais, pour terminer peut-être, dire quelques mots sur la Tunisie. La Tunisie, ça a été un peu la même chose. Nous avons travaillé depuis 2004 sur ce pays, qui était connu pour la question de la torture et de la répression des frères musulmans, en particulier du mouvement Nahda. Il y a eu la révolution tunisienne qui s'est passée d'une manière plus ou moins pacifique, en tout cas d'une manière beaucoup plus pacifique que dans d'autres pays. Et puis aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de vivre un phénomène assez inquiétant, qui est celui de presque un retour à la situation Ben Ali. C'est relativement nouveau, mais ces 2 derniers mois, la situation en Tunisie est en train de se développer d'une manière très très préoccupante. Nous commençons à avoir des centaines d'arrestations d'une manière arbitraire, même si ces arrestations visent essentiellement des gens présumés appartenant ou sympathisant avec ce qu'on appelle le mouvement Ansar Sharia, et qu'ils ne touchent pas d'autres mouvements politiques. Ça reste particulièrement préoccupant. Pourquoi ? Parce que tout simplement on assiste à un retour à la question de la torture en Tunisie. La torture a totalement disparu après la révolution tunisienne. Nous n'avons plus recensé aucun cas de torture pendant 2 ans. Et là, depuis quelques mois, nous recevons quotidiennement de nouveaux cas d'arrestation et de nouveaux cas de torture. C'est particulièrement inquiétant parce qu'il y a des changements politiques qui sont en cours. Il y a un parti politique qui a gagné les dernières élections, un parti politique qui était proche de l'ancien régime de Ben Ali. On a un peu l'impression d'une sorte de retour de manivelle, d'une sorte de retour en arrière, et ce qui est bien sûr particulièrement préoccupant pour nous. Alors bon, pour terminer, pour laisser la parole à ma collègue, ce qu'on peut dire globalement, moi je reste toujours optimiste, bien sûr, c'est qu'il y a eu, après ce mouvement de révolte dans les pays arabes, il y a eu des avancées en matière de droits de l'homme, c'est indéniable. Il y a eu une prise de conscience aussi,
On assiste aujourd'hui à des reculs un peu partout, à des crispations, à des reculs, y compris dans des pays où il y avait beaucoup d'espoir, comme en Tunisie. Mais pourquoi je resterai quand même optimiste? Parce que l'histoire, elle est marquée par des avancées et aussi par des reculs. Mais on a surtout constaté qu'il y avait de grandes avancées dans la conscience des gens. Aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui n'est plus disposée à accepter sans se taire les violations massives et systématiques du passé. Et il sera difficile, même dans les cas de retour en arrière sur les plans politiques, il sera difficile pour ces régimes de revenir aux pratiques du passé, sauf bien sûr si les situations sécuritaires se dégradent d'une manière dramatique et se développent, par exemple, comme dans des pays qui sont actuellement en état de guerre et pour lesquels on ne peut pas parler, bien sûr, de violation des droits de l'homme, mais de crimes contre l'humanité, comme ce qui se passe un petit peu aujourd'hui en Irak ou en Syrie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.